Beaucoup de casquettes pour Shimon Carrère, mais d'abord un projet depuis 20 ans, inventer une télévision locale de territoire. Et c'est une association qui porte ce projet. C'était en 97, c'est ça? La première idée, c'était une association. Oui, là, en 97, se sont regroupés dans le cadre donc d'une association sous statut associatif. Des personnes, moi je dirais, il y a trois grandes familles de personnes qui se sont retrouvées autour de la question de ce projet-là, qui sont des gens qui étaient issus du monde audiovisuel. Moi, par exemple, un technicien audiovisuel sorti de BTS et avec une envie de travailler au pays et de faire de l'audiovisuel ici, en Pays Basque. D'autres personnes qui étaient plutôt des militants de la langue, qui étaient sur une logique de dire aujourd'hui la langue basque, il faut qu'elle ait sa place dans les médias. Et vraiment en lien avec, tout, et que je salue ici en tout cas, tout le passé et tout le travail des radios associatives, surtout sur ce territoire-là. Et ensuite, la troisième, donc, où là, par contre, tout se mélange un petit peu, mais c'est la question territoriale. C'est le fait de dire comment, dans un territoire donné, alors frontière, pas de frontière, hein, dans notre histoire, c'est quelque chose qui pose beaucoup de questions. Hein, où est-ce que, quand c'est qu'on met ou pas une frontière, entre qui et qui sont nos voisins, qui sont nos amis. Et ceux-là aussi sont les personnes qui se sont retrouvées dans ce projet-là. Et on va essayer de dire en quoi cette démarche est participative, Shimoun. Aldou Darabideo, c'est une association d'abord, donc il y a plein de bénévoles, des gens qui savent faire, il y a un objectif, et puis il faut arriver en 2010 où il faut faire autre chose autrement. Alors, on démarre en 97, et là, il y a pour moi, enfin, je dirais, des centaines et des centaines de personnes qui ont participé avec nous, et le nous est très vaste. Le nous, c'est au niveau structurel, les gens qui étaient dans les gens qui ont travaillé, les gens qui ont été bénévoles, réguliers au conseil d'administration. Mais le nous, c'est tous les participants, les gens avec qui on a fait des sujets, des projets audiovisuels, des émissions, des expérimentations où il y a eu plein de choses qui ont été faites. Et la structure a continué à avancer et a grossi et s'est implanté. On a continué à travailler. Notre savoir-faire, le travail qu'on mène, il est sur cette question-là de l'échange, du rapport à l'autre, de la question pour aller très vite et pour essayer de relier assez vite à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est comment on co-construit ensemble au quotidien notre avenir. Et alors vous créez en 2010 ce qu'on appelle, un SIC ou une SIC, je ne sais pas comment il faut dire, c'est quoi ça? C'est une société, c'est une coopérative, mais qui est une coopérative sans être une coopérative. C'est une société coopérative d'intérêt collectif, c'est un statut qui a été créé en 2002, un statut juridique. Et vous êtes les premiers au Pays Basque à faire ça. On est les premiers au Pays Basque à utiliser cette structure-là et à expérimenter là aussi. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, c'est pas quelque chose qui a été théorisé, qui a été mis en place, c'est quelque chose qu'on a expérimenté. On s'est dit, tiens, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose qui relie à notre besoin économique, c'est-à-dire que pour monter une télévision, il faut des sous, il faut pouvoir travailler, il faut des salariés, il faut des compétences en interne, il faut pouvoir tenir le coup, mais on avait un passé associatif et cette dynamique associative, on voulait la garder parce qu'on ne voulait pas privatiser sur un petit groupe de personnes ce projet-là. Et la SIC nous a semblé quelque chose d'intéressant à expérimenter, on s'est transformé en 2010, on est toujours sous ce statut-là, on pourrait en parler là aussi des heures et des heures. 7 salariés, 2000 heures d'intermittents, etc., etc. Et puis on vous voit partout au Pays Basque travailler avec la captation comme ce soir ici. On vous connaît. En quoi votre démarche est-elle participative? En quoi est-elle une illustration de ce que peut être notre société? Notre travail, notre réflexion, elle est de dire comment l'audiovisuel peut servir à cette construction collective. La télévision, donc, qui est aujourd'hui très multiple dans ses formes, mais la télévision qui est l'action de faire un contenu et de le faire regarder par d'autres, est quelque chose qui nous semble très porteur de sens dans cette logique de co-construction. Si on fait un groupe de personnes qui, ensemble, va réfléchir sur un sujet, le temps qu'ils vont passer ensemble, les interactions qui vont se passer entre eux sont très, très intéressantes dans le rapport qu'ils ont entre les uns et les autres sur de l'écoute, sur du respect et sur du choix collectif de quelque chose à montrer. À un moment donné, s'il faut faire le document, il faut bien décider quelle est l'image qu'on va montrer, quelle est la personne qu'on va interviewer. Ce travail-là dans la construction du propos. Deuxième partie, c'est dans la réalisation. Là, ensemble, on peut faire, quand on monte un multicaméra, quand on monte une émission, il y a 10 personnes qui travaillent. Ces 10 personnes-là, elles travaillent ensemble, elles doivent
elles sont lancées dans un objectif commun. Et puis après, on crée du contenu qui est partageable, qu'on peut montrer. Et on est assez pour le regarder ensemble, commenter et recommencer la boucle et donner envie de refaire. Shimoun, aucun regret sur cette démarche, sur cette manière de faire? Attendez, 20 ans, ça peut être fastidieux. Vous avez peut-être eu envie de faire autrement. Le regret, c'est qu'il faut tenir le coup pour continuer à avoir avancé et pouvoir avoir les moyens en fait, de continuer. Cette idée-là, il y a 20 ans, on l'avait. Et il y a 20 ans, personne ne nous suivait là-dessus. On l'a fait quand même. Et grâce au statut associatif, on a pu le faire de notre côté. Et grâce à tous les projets, à tous les gens qui ont participé au projet, on commence à être, parce que peut-être aujourd'hui, c'est dans l'air du temps, parce qu'aujourd'hui, ça s'institutionnalise. Alors après, on vient nous voir. On nous dit, ce serait bien que cette télé, vraiment, elle prenne de l'ampleur. Maintenant, ça va poser d'autres questions. Nous, notre travail, ça va être de dire comment on continue à ne pas perdre le sens du travail qu'on fait, qui est de chacune des personnes de ce territoire a en elle une partie de l'avenir qu'elle doit construire. C'est comment nous, par la télévision, on peut arriver à le faire, à le sublimer et à le mettre à sa place. Bon, vous êtes à la tête d'une entreprise, vous avez un mandat, vous avez un mandat pour 6 ans, c'est ça? Vous êtes gérant de l'entreprise. Et comment voyez-vous le Pays Basque après le 1er janvier? La participation, vous vous dites au Pays Basque, c'est plus facile que partout ailleurs parce qu'on sait faire, c'est ça que vous vous dites? Je me dis qu'il y a vraiment une dynamique extraordinaire, il y a un savoir-faire, il y a vraiment un respect de l'ensemble des personnes qui habitent ce territoire, qui y passent, qui y viennent, qui repartent. On peut travailler ensemble, on peut faire des choses ensemble. Il y a un enjeu, la structure change d'échelle. Et des peurs. Il y a un enjeu, il y a la structure, cette institution-là, je pense, fait à la fois, et c'est quelque chose qui a été demandé, et c'est quelque chose qui fait peur parce que c'est... Aujourd'hui, est-ce que cette échelle-là, est-ce qu'on pourra la tenir? Est-ce que ce qu'on sait faire à certaines échelles, on pourra le faire? C'est un enjeu, et je crois qu'on sait bien travailler, relever les défis et avancer ensemble, et on va le faire. Moi, de mon côté, c'est la question de la politique. C'est-à-dire la politique, quand les partis politiques rentreront dans cette histoire-là, moi j'ai peur qu'on perde du sens et que, attention à ne pas tomber dans ce piège-là. Il faut qu'aujourd'hui, qu'on arrive à faire que cette intercommunalité elle soit dans les mains de la société civile, que celle-là, elle puisse la travailler, qu'elle ait sa place complètement et que cette co-construction, elle continue au quotidien, tous ensemble, et pas forcément sur une représentativité ce seront les quelques 200 personnes qui seront là, qui feront l'avenir de ce pays. Mileshker Shimoun, c'est bien, merci de nous avoir fait partager ça. Vous êtes jeune entrepreneur avec Nathalie, votre sœur. Vous dirigez Somocap à Ajaccio, 47 salariés. Que fabriquez-vous? Alors, on est spécialiste du moulage de pièces techniques en caoutchouc et plastique. On est des sous-traitants industriels. Voilà, on fabrique des pièces techniques pour le médical, l'aéronautique, le ferroviaire. Voilà. Et vous avez repris l'affaire familiale dans les années 90, c'était Aïta auparavant, et puis c'est normal, c'est les jeunes qui prennent le relais. Voilà, exactement. Donc on poursuit l'aventure avec Nathalie, ma sœur. Donc déjà, on a une direction participative, puisqu'on est 2 co-dirigeants. Donc voilà, le thème du participatif déjà commence là. Et on a une philosophie de management qui s'appuie beaucoup sur le participatif. Ah oui, et alors là, vous êtes totalement en phase avec le débat de ce soir. Cette entreprise, c'est une entreprise du futur, c'est comme ça que vous la présentez. C'est une entreprise où vous voulez libérer la relation sociale. Ça veut dire que vous n'êtes pas patron et que tout le monde est patron dans votre entreprise? Bon, je ne sais pas si on en arrive là, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est des sous-traitants industriels. Aujourd'hui, le secteur industriel, c'est quand même un secteur qui est assez difficile. On nous demande sans arrêt de réduire les coûts, d'être plus compétitif. Donc pour ça, il y a les axes traditionnels, les leviers traditionnels. C'est on achète mieux, on produit plus vite, on réduit nos marges. Avec ça, on gagne quelques pourcents. On améliore nos machines éventuellement. Mais chez nous, il y a quand même beaucoup de main-d'œuvre. Et le constat qui est fait, c'est que le paramètre primordial sur lequel il faut être performant, c'est l'humain. Alors c'est quand même incroyable, parce que votre père avait une manière de faire que l'on connaît dans beaucoup d'entreprises, et vous en avez toute une autre. C'est ça que je voudrais vous entendre dire. Voilà. Comment managez-vous vos salariés? Alors, on est historiquement une entreprise familiale, donc avec un facteur humain important. Mais effectivement, le management, c'était plutôt un management traditionnel, très descendant, avec des strates hiérarchiques.
Et en gros, les salariés, les opérateurs doivent faire au mieux ce qu'on leur dit de faire. Aujourd'hui, on essaie d'évoluer sur ces pratiques en s'inspirant de management type entreprise libérée. Donc ça, c'est un mouvement qui est en cours actuellement et qui tend à s'étendre. Mais c'est quoi une entreprise libérée? Alors, une entreprise Les libérée... salariés heureux, on l'imagine, mais c'est quoi? C'est une entreprise où les pratiques de management vont évoluer et on va essayer d'impliquer les salariés différemment dans l'entreprise, notamment en les écoutant, en leur faisant comprendre que leur avis est important et qu'ils sont des acteurs vraiment des progrès et de la vie de l'entreprise. Mais tous les entrepreneurs vont vous dire qu'ils écoutent leurs salariés. Et pourquoi chez vous c'est différent? C'est une réunion tous les jours, c'est ça? Alors, effectivement, ça se traduit par des changements de management en termes d'outils. Donc, effectivement, tous les jours, on a mis en place ce qu'on peut appeler des réunions debout où le responsable d'un îlot va faire le point de ce qui s'est passé la journée d'avant et dans la journée en cours avec les collaborateurs de l'équipe. Ils vont faire remonter un certain nombre de problématiques, soit des problématiques de sécurité, de bien-être au travail, de productivité. Et ensuite, il y a encore des réunions intermédiaires avec les fonctions support. Donc, ça reste encore assez hiérarchisé. Il y a des entreprises qui peuvent aller plus loin. Et tout ça, ça remonte jusqu'à un point hebdomadaire avec la direction où on essaye d'écouter, de prendre en compte ces remarques et puis surtout déployer des actions, mais pas en dictant nous ce qu'il faut faire, mais en écoutant plutôt ce que les salariés peuvent nous apporter. Et ça marche. Alors, pour nous, c'est encore expérimental. C'est une démarche qu'on a engagée en 2014 avec le projet Usine du Futur, justement, qui est accompagné par la région Aquitaine. En tout cas, ça marche. Vous y croyez, vous, en tout cas. Vous dites, on est sur le bon chemin, quoi. C'est ça que vous nous dites. Au niveau feeling, en tout cas, de l'état d'esprit collectif, on voit une différence. Au niveau du management, pour nous, c'est un management qui nous plaît. Donc, de ce point de vue-là, ça marche. Maintenant, comment ça se traduira sur l'aspect économique, qui reste quand même le nerf de la guerre malgré tout, il va nous falloir un peu plus de temps pour le dire. Mais en tout cas, on y croit. Bon, vous regardez nos deux témoins, là, vous voulez les convaincre un peu de ce que vous pratiquez. On va voir tout à l'heure s'ils le sont ou pas. On a parlé des résultats. Dites-moi, vous avez l'intention de continuer comme ça. S'il fallait faire l'analogie avec le Pays Basque, le chef d'entreprise que vous êtes, la nouvelle organisation du Pays Basque, vous en pensez quoi? Alors effectivement, je pense qu'on peut faire pas mal d'analogies entre ce qu'on essaie de déployer et ce qui se trame autour de l'EPCI. Il a dit ce qui se trame. Oui, parce que je pense qu'il y a encore du travail. Mais effectivement, nous, quand on a décidé de s'engager dans cette démarche en tant que dirigeant, on a eu peur. On a eu peur parce qu'on s'est dit, on va changer quelque chose qui fonctionne quand même depuis quelques années. On va essayer de s'inscrire dans un mouvement qui peut paraître un peu hurluberlu, c'est le monde des bisounours, chacun fait ce qu'il veut dans l'entreprise. On vous l'a dit? Ouais, enfin, en tout cas, les détracteurs de l'entreprise libérée s'appuient un peu sur ce genre de remarques. Et donc, il y a une peur pour les dirigeants qui veulent impulser une nouvelle démarche, mais il y a aussi une peur, même si ça peut paraître un peu bizarre, chez les acteurs. C'est-à-dire que les collaborateurs, quand on leur dit eh bien, on va changer un peu notre manière de faire. Maintenant, tu ne vas pas juste faire ce qu'on te dit au mieux, tu vas nous dire comment il faut faire pour que ça fonctionne mieux. Et ça génère aussi des peurs. Bon, déjà, ils se disent, ça y est, ils ont pété un plomb là-haut. Et du coup, il y a une notion de responsabilité un peu supplémentaire qui peut, pour certains caractères, faire peur. Voilà, donc il y a certains freins, il y a le poids de la culture d'entreprise aussi. Et oui, parce qu'il y a les anciens qui sont là, aux côtés des nouveaux que vous avez engagés dans votre démarche, et tout ce monde doit cohabiter, doit aller dans le même sens. Ça doit pas être facile. Ouais. Exactement, donc les anciens, il y a toujours les freins liés au changement. On va changer, c'est toujours un peu pénible. Il faut qu'ils croient en la démarche. Et les nouveaux, ils peuvent être un peu plus faciles à mener dans la démarche. Merci Fabrice Sorouette, je crois qu'on peut l'applaudir et le saluer. Panchika, vous êtes la directrice adjointe d'Aterbea, Bayonne. Vous accueillez les plus démunis,
les SDF, les femmes, les hommes seuls, isolés. Vous faites un très gros travail, non seulement d'accueil, mais de réinsertion. Vous vous occupez de ceux qui sont souvent appelés les sans-voix. Tout ça, la participation, la démocratie participative avec votre public et les sans-voix. Comment vous réagissez? Vous dites que ça les concerne aussi? Ça les concerne aussi. Et puis, j'aurais tendance à démarrer par dire qu'on parle beaucoup plus des sans-voix que même parle d'eux-mêmes. Donc, la question de l'expression, elle est centrale. C'est comment arriver à donner, à entendre et à créer des espaces. Donc, sur la question au sein de l'association Aterbea, donc, on a démarré il y a un peu moins de 10 ans sur la question de l'expression ou de la participation, mais pas du tout par la voie de l'institution ou d'un point de vue législatif, mais c'était, on va dire, l'exemple sur l'accueil de jour, par exemple, donc est un accueil de jour qui accueille, on va dire, à peu près 1300 personnes dans l'année. 1300 personnes, c'est beaucoup. C'est 25 000 passages. Et donc là, on a un petit espace où on doit cohabiter, vivre ensemble, parce que c'est la question, elle est centrale. Et avec des personnes qui viennent de partout, d'ici et d'ailleurs. Et donc, le quotidien est à discuter, le projet est à partager pour qu'il y ait, on va dire, un engagement, une responsabilisation et puis un bon fonctionnement de la structure. Vous êtes leur porte-parole ici quand il s'agit de traiter de ces questions-là? Mais ça, c'est le piège. Oui, mais justement, c'est pour ça que je voudrais vous entendre là-dessus. là-dessus. C'est justement c'est le piège dans lequel nos réflexions, l'expérience, notre vécu au quotidien nous a très vite alertés sur quelle est notre place quand on se présente auprès des autorités, auprès des financeurs, qu'est-ce qu'on fait remonter à la place des personnes, puisqu'on on est de bonnes personnes qui savent toujours très bien ce que les autres ont besoin à la place d'eux, sans le leur demander. Donc la question de la participation, à ce point de vue-là, elle a toute sa place. C'est d'aller justement questionner, c'est d'aller leur demander comment ils vivent les orientations vers les centres d'hébergement d'urgence, comment est-ce qu'ils vivent l'appel au 115 au quotidien, quel est leur vécu. Et à partir de là, effectivement, on peut récupérer un certain nombre de points concrets de vécu au quotidien des personnes qui, à ce moment-là, nous légitiment à nous à pouvoir faire remonter auprès des responsables ce qui est concrètement perçu par nos systèmes qu'on construit tous les jours et eux qu'ils subissent. Panchika, vous, quand on vous a dit démocratie participative, vous avez dit, mais nous on sait faire, on a déjà fait comme ça, on a déjà vécu cette démarche. On va parler de la maison de Gilles, monsieur le maire de Biarritz. La maison de Gilles, est-ce que vous connaissez la maison de Gilles? C'est une très belle expérience, expliquez-nous. Alors, on n'a jamais eu conscience de mettre en place la démocratie participative parce qu'on en parlait peu et que notre réflexion, elle n'a pas démarré du tout comme ça, mais elle a démarré surtout sur le fait que... c'est un centre d'accueil d'urgence, on va dire. C'est un centre d'hébergement d'urgence qui est à Biarritz et qui a mis très concrètement 9 ans à s'ouvrir et qui a été un combat de longue haleine de tout un collectif d'associations du Pays Basque pour faire remonter le besoin de développer l'accueil de l'hébergement d'urgence au Pays Basque. Donc, dit collectif porté par le collectif, veut dire aussi que l'implantation qui est Biarritz, donc pour ceux d'ici, je pense qu'on comprend aussi que c'était un enjeu et un pari ambitieux d'inscrire une structure d'accueil des personnes les plus vulnérables au cœur de la cité Biarrotte. On peut dire où c'est, Panchika? On peut dire où à la c'est Négresse, à la Négresse, voilà, quartier pas loin de la gare. Voilà. Première partie, il faut imposer l'idée. Première partie, il faut monter le projet. Et le projet centre d'hébergement d'urgence, on sait on va recevoir des personnes, des associations qu'on connaît avec lesquelles on est au quotidien et qui, on va dire, attendent de cet hébergement d'urgence-là la solution, on va dire, enfin une porte ouverte qui va permettre une prise en charge. Donc ça va être les femmes victimes de violences conjugales, les personnes qui vivent à la rue, celles qui sont expulsées, les étrangers. Et donc il y avait là une attente forte autour de ce projet-là. Deuxième contexte, des moyens limités pour ouvrir cette structure-là, avec tout un dispositif social, pour ceux qui connaissent un peu, complexe, voire parfois compliqué, parce qu'on ne sait pas appréhender la complexité et mettre un peu en synergie tout ça, très morcelé. Et donc là, un hébergement d'urgence, ça veut dire qu'on y reste 15 jours, voire jusqu'à 1 mois, et que là, il nous faut des relais. Il nous faut des relais. Donc l'enjeu, c'était de travailler et de réunir
les partenaires du territoire Une quarantaine qui sont Une venus vous quarantaine, associer et que pour vous avez travailler embarqué dans votre ensemble et affaire. construire le projet. Voilà. Pour qu'au moment où on ouvre les portes, tout le territoire sait de quoi on parle, quels sont les enjeux, comment ça va se passer, et qu'il y ait une coordination, une coopération de tout le réseau associatif pour qu'ensemble, on arrive à fluidifier et faire évoluer les parcours des personnes. Comment ça s'est passé avec les riverains? Il a fallu les embarquer aussi dans cette Deuxième affaire-là. grand enjeu, donc Voilà. le quartier, on arrive, on est des gros voisins qui s'installent, on n'est pas discret puisque c'est peut-être la maison la plus importante du quartier, avec tout ce que la stigmatisation, la peur, les craintes, les représentations. Donc c'était un axe aussi important que le projet, c'était d'arriver à faire accepter cette structure-là. Et l'enjeu, c'était qu'on souhaitait que les personnes qui allaient venir dans cette structure-là puissent vivre dans ce quartier de façon paisible, sans être regardées, qu'ils puissent aller boire un café sans qu'ils soient montrés du doigt, comme un habitant, temporaire mais un habitant. Ben là, on a provoqué la rencontre, on a été chercher les habitants, on a travaillé les commerçants, on a travaillé avec tout l'environnement. Et ça s'est bien passé finalement. Non, Ça c'est moi s'est qui le dis à votre ça- place. On peut dire ça comme ça? Non, ça s'est correctement bien Ça passé. s'est correctement passé. Et s'il n'y avait pas eu cette démarche, ça serait passé différemment sans doute? Je ne sais pas, ça ne s'est pas fait comme ça. Donc ça s'est fait avec cette dynamique-là. Donc je peux parler Oui. de ça. Mais effectivement, c'est une ouverture et une implantation qui s'est fait de façon harmonieuse, très apaisée aujourd'hui. Et aujourd'hui, je pense que tous ces habitants cohabitent absolument avec sérénité sur le quartier de la Négresse. Deux questions encore à Panchika, parce que c'est passionnant ce que vit la directrice adjointe d'Aterbea. Et après, si vous avez des questions à nos trois premiers acteurs, Panchika, aujourd'hui, s'il fallait dire que la démarche se poursuit, est-ce qu'on pourrait le dire parce que vous continuez à aller voir les riverains et vous continuez à frapper aux portes? Est-ce que ce n'est pas de la même manière, mais vous continuez à le faire? C'est pas qu'un principe, c'est quelque chose qui doit se vivre au quotidien. Donc oui, plus que jamais. Alors les choses sont apaisées, et puis on fait évoluer de toute façon les contacts. Autant on a fait des portes ouvertes, on a fait des réunions publiques, on a invité les habitants à venir appréhender les lieux et puis voir à l'intérieur ce que c'était. Maintenant, c'est plutôt nous qui allons auprès de tous les commerçants régulièrement pour voir si ça va, est-ce qu'ils ont des questions, enfin des problèmes particuliers à faire remonter, etc. Ça, c'est sur la durée, c'est la régularité sur lequel après, ils ont confiance et Voilà. puis ils n'hésitent pas eux-mêmes à venir. Il ne suffisait nous pas voir. que ce soit ouvert pour qu'on arrête là tout ce qu'on avait engagé, ça continue. Comment vous trouvez le Pays Basque à partir du 1er janvier 2017? Ça vous fait peur à vous? Comment je le vois? Oui, comment vous l'imaginez-vous? Moi, dans mon idéal. Oui, allez, si vous voulez, l'idéal. On a le Moi, droit ce que de je rêver. vois, c'est les enjeux à venir de ce territoire. Alors sur la question de l'action sociale, sur la prise en charge et puis des plus démunis de notre territoire, ce que je vois, c'est qu'on a un avenir vraiment anticipé, à appréhender, plus que jamais avec faire valoir aussi toute la synergie associative des bénévoles de tout le territoire, parce que des initiatives, des associations, des prises en charge, il en reste. Aujourd'hui, ce qu'on voit, alors moi je fais juste référence au fait que même sur l'action sociale, autant les projets qui émanaient venaient de la base, c'est-à-dire on identifiait les besoins et puis on faisait remonter les demandes. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, c'est des appels à projets, c'est du marché public. Donc nous-mêmes, on est mis en concurrence entre nous. Ah voilà, vous avez peur de ça, vous avez peur j'ai pas d'être peur, mis c'est en une concurrence réalité. avec d'autres associations d'ailleurs qui pourraient... C'est pas la concurrence qui me fait peur, hein. C'est ce qu'elle génère comme Ce qu'elle relation induit, entre bien nous. sûr. Aujourd'hui, on n'a pas la garantie que sur le territoire du Pays Basque, on préserve l'égal accès, qu'on soit de Montléon, qu'on soit de Saint-Palais, qu'on soit à Bayonne, à tous les droits fondamentaux. Qui peut dire aujourd'hui que l'accès à l'emploi, l'accès à la formation, l'accès aux droits, l'accès à la culture, tout ça est garanti sur le territoire. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'elle n'est pas garantie. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de maillage ni de synergie associative de tous les partenaires du territoire qui permettrait, on va dire, de travailler plus dans la coopération et dans le réseau, plus que de subir des tentatives ou un système qui va nous diviser plus que de nous unir. Nous unir, voilà. Mileshker, Panchika, Ibarbour, restez là. On peut l'applaudir parce que... Bonsoir Dame, vous êtes donc associé à l'Eusko, l'Euskal Moneta, la monnaie alternative. 31 janvier 2013, qu'est-ce qui s'est passé?
Gaon Deneri. Le 31 janvier 2013, après un an et demi de travail d'un groupe de militants, à la base des militants écologistes de la langue basque, on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire pour créer une monnaie locale au Pays Basque, comme ça s'était déjà fait ailleurs en France. Et du coup, on a lancé une monnaie locale pour relocaliser l'économie et pour promouvoir l'usage de la langue basque au Pays Basque. Oui, pas n'importe quelle monnaie locale. En 6 mois, vous étiez quoi? La première monnaie de France. Oui, mais ça, c'est pas nous qui, c'est nous qui l'avons fait, mais c'est aussi les habitants qui ont fait justement avec nous. Oui, et pourtant, ça aurait pu être l'abbaye de Villeneuve-sur-Lot. Vous avez été vous inspirer de ce qu'ils font. Et pourtant, c'est pas eux qui ont tenu cette place-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, en fait, il y a eu une dynamique très forte depuis le départ. Je pense que c'est dû à plusieurs choses. Je pense qu'il y a un esprit ici de collectif. Il y a une façon de faire ensemble qui est assez naturelle, qui est cultivée. Donc il y a un sens du collectif ici qui marche très bien, mais il n'y a pas que ici. Je pense qu'il y a des régions comme la Bretagne où ça marche bien aussi. Enfin, ce n'est pas unique au Pays Basque, mais en tout cas ici, ça marche très fort. Il y avait aussi un travail très sérieux qui a été mené, 1 an et demi de travail, 3 voyages d'études. On était en Allemagne, on a été voir d'autres monnaies locales à Toulouse, voir comment ils faisaient. On s'est inspiré des autres pour en tirer le meilleur. Et après, on a aussi fait 1 an et demi de consultation. On a été voir les habitants du Pays Basque. On a fait plus d'une vingtaine de réunions dans 20 lieux différents, avec à chaque fois 20-30 personnes. Et c'est ça que vous appelez la participation? C'est là la participation, c'est ça? Entre autres, oui, c'est ça, bien sûr. On a fait avec... la participation, c'est déjà la participation de tous les bénévoles. Et il y en a eu des dizaines qui ont participé à la construction du projet. La participation des habitants qui ont donné leur avis, qui nous ont fait profondément changer le projet. On a écouté ce qu'ils étaient prêts à voir comme outil, comment ils voulaient l'utiliser. Et du coup, on l'a modifié en les écoutant. Et après, ça a été la participation des gens qui, quand la monnaie a été lancée, qu'ils soient commerçants en l'acceptant, des associations en la faisant tourner, des utilisateurs en allant changer des euros contre des euskos. Voilà, ils ont fait que ça marche aujourd'hui. Oui. Alors aujourd'hui, c'est 800 adhérents, 650 utilisateurs, 35% de liens, d'échanges qui se font comme ça, c'est ça? Aujourd'hui, c'est 650 entreprises et associations, 3000 adhérents particuliers. C'est 540 000 euskos en circulation. Donc c'est un chiffre d'affaires en gros en euskos qui se fait autour de 1 500 000 euskos en circulation par an. Donc dans un réseau d'entreprises qui s'engagent aussi. Ça c'est important. C'est des entreprises qui s'engagent à relever des défis. Et c'est pour ça qu'on a créé cette monnaie-là. C'est qu'on fait un cercle vertueux. Les entreprises, les commerçants, les assos s'engagent à la fois à utiliser des produits locaux, donc à créer des nouvelles relations entre elles, et à mettre un affichage en basque. Donc là, grâce à un partenariat avec l'OPLB, l'Office public de la langue basque, on a plus de 300 commerces et entreprises qui sont en train de mettre leur affichage public en basque parce que nos aînés ont fait des initiatives comme les Ikastola et les cours du soir avec AECA pour que les gens apprennent le basque, mais il faut encore l'utiliser et un enjeu, c'est l'usage public de la langue basque. Et nous, notre pierre, c'est notre participation à cet effort pour sauver la langue basque, c'est de dire qu'il faut qu'on le voit dans l'éducation publique, que les enfants qui grandissent voient le basque aux mêmes conditions que le français, pour qu'elle soit légitime, cette langue, et pour qu'elle puisse vivre. Tout va bien? Tout va bien, merci. Vous m'avez dit que vous manquiez peut-être de bénévoles. On en a beaucoup, on a plus Attendez, d'une cinquantaine de bénévoles. Votre démarche, elle nécessite quand même du monde. Il n'y a pas de démarche participative s'il n'y a pas... Et est-ce que ce ne sont pas toujours les mêmes qui sont là? Et ça, c'est surprenant. C'est qu'en fait, on a en permanence une cinquantaine de bénévoles, mais je ne compte pas tous ceux qui sont partis, qui sont revenus. Voilà, ça fait beaucoup plus que ça. Et on a fait une AG là pour lancer le Loshko numérique qu'on va lancer donc très bientôt. Loshko numérique, voilà. Ça c'est en parallèle. Vous continuez, vous, sur un autre sillon? Oui, on va ouvrir des comptes en Loshko avec des comptes pour faire qu'on va gérer nous-mêmes. Tout sera géré par Euskal Moneta, des comptes en ligne pour faire après des virements entre entreprises avec une carte de paiement pour les utilisateurs pour qu'ils aillent payer dans les commerces avec leur compte en Eusko. Donc tout ça, c'est nous qui le maîtrisons, c'est géré démocratiquement. Par contre, ça demande un gros boulot. Donc on a fait appel à bénévoles et on a eu une cinquantaine de bénévoles qui sont venus et pas mal qu'on ne connaissait pas. Donc il y en a encore qui viennent soutenir le projet et voilà, c'est important. Ça n'existe pas, ça, à Annecy, Romain Lajarge, la monnaie locale. Si, ça existe? Non. Si? Pas comme ça. Toute petite, d'accord. Bon. Vous m'avez dit, parce que vous avez plein d'idées quand même, vous êtes bourré d'astuces et d'idées et tout ça. Moi, je viens ici pour parler aussi des jurys citoyens. Je crois à une participation qui serait basée sur une organisation comme ça, où on aurait des jurys de citoyens qui seraient tirés au sort. Expliquez-nous ça. Moi, je crois beaucoup à l'expertise citoyenne. Je pense que l'expertise, elle se construit et que si on n'est pas expert au départ, on peut se cultiver, apprendre et gérer des dossiers qu'on ne pensait pas pouvoir gérer. Nous, on en est à gérer une monnaie aujourd'hui. Je ne suis pas banquier, je n'ai pas de formation de banquier, je suis
suis journaliste de formation, donc c'est pas mon métier. Comme quoi ça mène à tout. Voilà, ça c'est vrai. Mais voilà, c'est un métier qu'on ne savait pas faire. On a été avec donc, mon cher coprésident Sébastien Christi qui est ici, on a été négocié à la Banque de France notre dossier, avec des juristes de la Banque de France en face pour défendre notre dossier de création de logement numérique. Bon, on a appris qu'il fallait prendre un avocat aussi, donc on a pris un avocat et ça se passe mieux depuis. Non, parce que vous n'étiez pas avocat. Voilà, on n'avait pas le niveau juridique. Mais voilà, on apprend en faisant et en fait on apprend beaucoup de choses et on a beaucoup de liens. Moi je pense, et j'ai vu des expériences là-dessus, notamment en Europe du Nord, qu'à partir du moment où on réunit des citoyens, y compris peut-être par tirage au sort pour éviter l'entre-soi, on peut, en prenant le temps, en leur permettant de se documenter, d'interroger des experts, voilà, de se renseigner, de prendre le temps de la réflexion, je pense qu'ils peuvent avoir une expertise très forte sur des sujets qu'on pense peut-être hors de portée pour eux, mais qui, à mon avis, ne doivent pas l'être. En tout cas, il doit pas y en avoir beaucoup qui sont hors de portée de l'expertise citoyenne, je pense. Des jurys citoyens. Eh ben, ce soir, on aura retenu ça. Peut-être que ça va interpeller. Vous, ça vous laisse dubitatif quand même, hein, les jurys citoyens. Pardon ? Il y en a plein des expériences de jury citoyen en fait. Et ça marche très bien. En tout cas, sur le critère de si on observe les jurys citoyens, moi j'en ai observé un il n'y a pas très longtemps sur le big data en santé, donc dans le genre sujet compliqué, voilà. Et à la fin, les gens ils sont capables, évidemment, en 2 week-ends, on arrive à avoir un avis construit, ça pas sur des questions techniques, mais savoir où on place le curseur, quels sont les enjeux, etc. Donc je prends cet exemple-là parce que c'est le dernier que j'ai eu l'occasion d'observer, mais il y en a eu plein. Et effectivement, ça montre que le tirage au sort, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une diversité et ça montre que l'expertise, clairement, elle se construit, que le biais supposé, etc., il n'existe pas. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Là où la limite de ces jurys citoyens en général, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'avis qui a été produit. Et les expériences les plus intéressantes, et je pense qu'il y a eu des cas en Irlande il n'y a pas longtemps, les expériences les plus intéressantes, c'est des jurys citoyens sur des questions complexes auxquelles on a sorti un référendum après. Parce que du coup, là, on a un référendum intelligent qui est sur la base d'un avis très bien construit, où il y a une proposition, une alternative qui a été formulée par l'avis citoyen, par l'échantillon, et après on demande à la population dans son ensemble de se prononcer sur cet avis-là. Ça fait partie des expériences de démocratie participative institutionnalisées qui sont aujourd'hui les plus intelligentes. Si je peux juste C'est rebondir un sur label, ça. voilà, parce qu'elle, attention, hein, avec ça, c'est difficile. Donc, vous labellisez là, vous dites OK pour ça, ben, très bien. Et si je peux rebondir sur ça, moi ce que je trouve intéressant, c'est que là, en effet, il faut que la consultation débouche sur une participation à la décision, parce que je crois que les gens ont soif de faire. Et je pense que si les gens ont suivi l'OJCO pas mal, c'est aussi parce qu'en utilisant l'OJCO, c'est une petite participation, mais ils construisent un Pays basque qui relocalise l'économie, donc qui défend l'environnement et qui crée de l'emploi local, et ils défendent la langue basque. Et ça, c'est très concret. Sur le tirage au sort, oui, enfin moi je suis à Grenoble, donc je ne sais pas si parmi vous certains savent ce qui s'est passé à Grenoble dans les élections municipales. Oui, on a tiré au sort, des choses, des trucs, ça. Rien ne marche. Rien ne marche. On a forcé le trait, on les a obligés, vous êtes tiré au sort, venez, et ça ne marche pas. Donc il n'y a pas de recette miracle. Ce que je trouve extraordinaire dans votre réponse, c'est que vous avez associé 2 choses qui ne sont pas associées. La langue et la relocalisation de l'industrie, l'économie, etc. C'est a priori pas associé. Voilà. Moi, je trouve que dans vos 4 expériences, si j'avais un fil à tirer, c'est à chaque fois ça marche parce que vous associez des choses qui sont a priori dans l'ordre normal du raisonnement pas associées. Voilà. En tout cas, ce soir, on a des choses qui marchent et on vous présente des choses qui marchent. Dante, un mot sur l'organisation du Pays Basque demain. Par analogie, est-ce que vous avez vécu cette démarche participative? Vous avez un souhait, des peurs? Moi, je suis plutôt optimiste. Je trouve que si on retourne 20 ans en arrière, il n'y avait pas de représentation du Pays basque. Il y a eu un travail de la société civile avec le Conseil de développement. Après, du Conseil des élus, les élus se sont mobilisés, voilà, avec certains plus en pointe que d'autres, pour avancer vers une construction d'un outil de gouvernance, d'un autogouvernement. Donc aujourd'hui, je trouve que voilà, il y a une forme d'autogouvernement qui va prendre forme. Et voilà, vu le chemin qui a été fait, on pouvait ne pas y croire il y a quelques années. Aujourd'hui, ça marche. Voilà, je pense qu'il y a l'autogouvernement d'un côté avec l'AGLO. Il y aura aussi une auto-organisation qui sera représentée aussi par le Conseil de développement. Je pense qu'on est bien outillé pour avancer. Merci, on peut le saluer et bravo à Eusko. Le département de igualdad. Il faut en parler, oui, effectivement. Donc il y a des choses sur lesquelles nous avons travaillé, nous avons fait des propositions et depuis, en fait, on travaille en collaboration avec la mairie de Donosti. Merci, Mileshker Anitz. Vous êtes la présidente d'Euskal Herria Zuzenean, festival de musique qu'on ne présente plus au Pays Basque, mais je précise un peu pour vous, parce que là, il y a des milliers de jeunes depuis des années qui viennent au rendez-vous de début juillet, fin juin, début juillet.
Vous avez fait des études de sciences politiques à Québec, Bilbao. Vous venez de finaliser un master à Toulouse en géopolitique et relations internationales et un doctorat en droit public. Votre thèse, on peut le dire, c'est la torture au Pays Basque. Votre préoccupation, c'est la parole des jeunes. C'est ça votre souci, Olida? Aussi, oui. Oui, aussi, en particulier. Vous êtes jeune, donc c'est votre préoccupation? Bai, euskaraz eginen dut. Iten alduzu, bai. Bai, hor, Euskal Herria Zuzenean badugu proiektu bat, nun gazteek parte hartzen duten, eta hor, ez dakit demokrazia parte hartzailea den edo demokrazia zuzena, zenta azkenean asamlanak egiten dugu eta elgarrekin antolatzen gira. Alors, Euskal Herria Zuzenean, nous avons un projet où en fait les jeunes participent. On ne sait pas si c'est vraiment de la démocratie participative ou ce que c'est exactement. En tout cas, des jeunes participent. Eta esperientzia hortatik pixkat abiatu ginen lagun batzuekin edo ezagun batzuekin desmartxa bat, dinamika bat, gazteak elkarrekin lan egiteko. Et donc, avec des amis, nous avons lancé une démarche ou une initiative pour faire travailler les jeunes ensemble. Eta desmartxa horrek nahi du pixkat bultzatu demokrazia parte hartzailea gazten baitan, baina demokrazia parte hartzailea ez bakrik tresna bezala. Et donc, nous voulons faire de la démocratie participative parmi les jeunes, mais pas uniquement comme un outil. Ça ne doit pas être qu'un outil. Demokrazia parte hartzailea prozesu bat bezala, horregatik antolatzen dugu bilkura bat iparraldeko, ordan Ipar Euskal Herriko gazteen artean. Voilà, on va en parler, oui, donc, évidemment. Comme on ne veut pas que cette démocratie participative soit uniquement un outil, on veut que ce soit plus une démarche. Et donc, on va faire participer les jeunes du Pays Basque Nord ensemble. Alors, vous nous annoncez quoi? Que récemment, vous êtes rentré dans un processus et que vous avez créé une association, c'est ça? Pour que les jeunes puissent prendre la parole? Bai, ez dut nik sortu elkartea. Pas toute seule, mais... Ce n'est pas moi qui ai créé cette association. Mais vous y adhérez, oui. Bada prozesu bat abiatu dela duela 2 hilabete, eta prozesu horrek nahi ditu gazteak implikatu bizi publikoan parte hartzearen bidez. Donc c'est un projet qui date de 2 mois et qui a pour objectif de faire participer les jeunes. Et on peut donner le nom de cette association? Je suis sûr que personne ne la connaît encore, hein. Peut-être que je suis peut-être le dernier. Elkarrekin deitzen da. Elkarrekin, ez bak, hori eta? Together. Ah, Elkarrekin Together, le nom de la nouvelle association créée au Pays Basque. Et voilà, c'est il y a 2 mois. Pourquoi vous souriez? Et vous assumez le fait d'être au Pays Basque et puis dans le monde, c'est ça, non? Hori da. Ouais, c'est facile, ouais, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ulertu behar da, baduela zonbait urte, gazteak ez girela gehiago elkartzen, bai ekimen batzuetan, baina ez elgarrekin lan egiteko. Ce qu'il faut savoir que depuis quelques années, les jeunes ne se retrouvent plus vraiment, hormis dans quelques initiatives. Eta nahi ginuen sortu espazio bat, nun elkarrekin justuki lan egiten alginuen, bai Siberuan, bai kaustaldeko jendeekin, bai ez dakit eremu desberdinetik. Et nous voulions créer donc un espace pour que les jeunes qui soient de Soule, de la côte ou d'ailleurs sur le territoire puissent se retrouver. Et c'est même très sérieux parce que vous dites les jeunes sont marginalisés. Ils ont des idées mais ne votent pas. C'est ça que vous m'avez dit au téléphone. Nik ez dut hori erran, baina erraiten dut. J'ai entendu des voix. Erraiten dut gazteak ez dutela bozkatzen, baina ez dela horregat. Baina implikatzen dira politikan, bozka ez da bortxaz politikaren boza. En fait, ce que je dis, c'est qu'ils ne votent pas parce que le vote n'est pas leur moyen d'expression, c'est pas la façon de faire de la politique, ils ont d'autres moyens. Hori da, eta Ipar Euskal Herrian gainera ikusten aldugu, bat direla hainitz elkarte, hainitz dinamika, hainitz mugimendu, eta jende askok parte hartzen dutela, gazte hainitz. Et au Pays Basque Nord, on peut voir qu'il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'associations dans lesquelles les jeunes participent. Eta orduan politika hori da ere bai. Et c'est une façon de faire de la politique. On a bien compris, Pauline. Une dernière question. Comment allez-vous participer à la vie de ce pays une fois que l'association est créée? Est-ce que vous allez intégrer une démarche du Conseil de développement, une autre démarche dans un collectif? Comment allez-vous participer? Orduan galdera hori pausatuko dugu helduten astean,
zenta badugu bilkura ireki bat gazteen artean. Alors on va poser cette question la semaine prochaine parce C'est qu'on pas a tranché. une réunion ouverte prévue avec les jeunes la semaine prochaine. Eta hor galdezkatuko dugu ze prozesu nahi dugun abiarazi, edo elkarte batzuekin, dinamika batzuekin, garapen kontseiluarekin, ze plataforma mota nahi dugun sortu, ordan hori prozesu bat da eta ikusiko dugu. Et la question sera donc de savoir quel type de fonctionnement on veut, si ce sera une plateforme, si ce sera avec le conseil de développement ou quelle forme ça prendra en fait. Est-ce que je peux vous demander la question comme ça? Est-ce que vous vous méfiez des élus, de l'organisation actuelle? Comment vous voyez ça? Romain Lajarge, vous n'avez pas la parole, ça viendra. Mesfidatzen ez dakit, baina bederen gure gauzak egiten ditugu gure aldetik, momentuko ibiltzen da, eraikitzen ditugu proiektuak. Ce n'est peut-être pas de la méfiance, mais en tout cas on fait des choses de notre côté, on crée des projets. Eta horregatik pausatuko dugu galdera eruden astean, jakiteko nola nahi dugun elkarrizketa eta norrekin nahi dugun elkarrizketa bat sortu. C'est la raison pour laquelle on va poser la question de savoir avec qui on veut travailler, avec qui on veut discuter. Eta hori. Et voilà. Bon, 17 décembre pour la création de Elgarrekin Together. Mille esker, Pauline. Mille esker, Anitz, merci. Vous avez des questions à leur poser? Des questions en particulier sur telle ou telle expérience, sur leur démarche participative. Vous saviez tout ça? Vous saviez que dans l'économie, dans l'entreprise, dans la culture évidemment, dans les vallées, dans l'économie, je l'ai dit déjà, dans l'insertion, à Donoshi, vous saviez qu'il y avait tout ça? Peut-être pas. Mais il y a des démarches comme ça de démocratie participative, des démarches qui ont été engagées et qui ont des résultats. Vous faites quoi de la tête, Romain Lajarge? Vous dites tout ça je savais. Ah non, c'est extraordinaire ce qu'on a. Enfin, moi, j'ai envie d'apprendre un peu plus là, mais non, je tiquais sur votre mot là. Vous dites démocratie participative. Non, ce sont des démarches participatives. Mais la dernière réponse est très éloquente sur le rapport au démocratique. Et ça ne veut pas dire que c'est éloigné ou ça n'en est pas. Mais en tout cas, tel que ça a été exprimé, pour moi, ça répond à une très très belle définition de l'ampleur de ce qui est participatif. Après, à le rendre démocratique ou en tout cas en lien avec l'exercice démocratique, il va se passer autre chose, à mon avis. Alice Mazot, pas de réaction par rapport à ça? Des réactions dans la salle? Questions? Excusez-moi, allez-y, je vous ai coupé le... si elle voulait, je crois. Allez-y, Alice, allez-y. Je n'ai pas des yeux dans le dos, allez-y. Non, justement, alors, moi, je suis profondément intéressé, j'aurais plein de questions, mais c'est pas du tout c'est pas possible. Allez-y, ils sont là pour ça. Oui, non, ça va pas être possible. Sinon, je vais accaparer tout. Après. Non, le commentaire que j'avais envie de faire, c'est que au contraire, c'est profondément démocratique, c'est profondément participatif, et que, en revanche, la question, c'est celle de l'articulation avec les lieux officiels du pouvoir, les lieux institutionnalisés du pouvoir. Et je crois que la question, elle est là. Et il y a des propositions, des choses qui sont apparues, mais moi, dans ce que je vois, à la fois, je vois des raisons d'y croire, et pour le coup, Dieu sait si j'ai été cynique depuis tout à l'heure, et surtout, je vois plein de choses. Les expériences, le panel qui a été rassemblé, me semble tellement révélateur des enjeux qui se posent, tant sur la question des rapports aux médias, sur la question de la démocratie dans l'entreprise et du rôle de l'entreprise dans le territoire, enfin, sur le rapport entre biais de représentativité des élus et défense des intérêts dits catégoriels. Enfin, je trouve que là, on est en plein cœur de ce que doivent être les réflexions sur la démocratie participative aujourd'hui.